Il est important de parler et de se renseigner au sujet du trouble obsessionnel compulsif, puisque c'est une maladie fréquente et invalidante. En effet, ce trouble atteint entre 2 et 3% de la population, et ce, autant les hommes que les femmes. Les troubles obsessionnels compulsifs représentent la 4e maladie la plus fréquemment traitée en psychiatrie, après les phobies, les addictions et la dépression. Aussi, pour une personne présentant un TOC, il est important d'aller consulter pour trouver des pistes de traitement puisque les symptômes s'amplifient avec le temps et avec l'âge. Pourtant, selon Statistique Canada, on note un décalage de 10 ans entre le début des symptômes et le moment où la personne cherche à obtenir de l'aide. Mais concrètement, qu'est-ce que le trouble obsessionnel compulsif? Ce trouble se caractérise par deux choses. Premièrement, des obsessions qui sont soit des pensées, des idées ou des impulsions récurrentes et intrusives, ou deuxièmement, des compulsions qui sont des besoins irrépressibles. Ces besoins peuvent être soit une action physique ou un comportement mental, comme par exemple compter ou vérifier à de nombreuses reprises si une porte est bien barrée. Ces compulsions sont générées par les obsessions. Il existe plusieurs types d'obsessions, comme la crainte de la contamination, les doutes constants, des obsessions pour l'organisation et des obsessions sexuelles. Pour ce qui est des compulsions, il existe des soucis excessifs de propreté, des vérifications constantes et des rituels mentaux qui en sont quelques exemples. Ce trouble est un cercle vicieux. Il débute par une obsession qui va engendrer de la détresse, comme un sentiment d'anxiété et d'angoisse. Afin de répondre à ce sentiment, les compulsions apparaissent, ce qui permet un soulagement, donc une réduction temporaire de la détresse. Les symptômes du TOC commencent en général vers l'enfance et l'adolescence, donc avant l'âge de 14 ans. C'est pourquoi cette capsule porte sur le trouble obsessionnel compulsif chez l'enfant. Pour qu'un TOC soit diagnostiqué, les symptômes d'obsession et de compulsion doivent entraîner une détresse importante et interférer avec le fonctionnement normal de l'enfant. De plus, les compulsions doivent durer plus d'1 heure chaque jour. Est-ce qu'une altération du fonctionnement du cerveau pourrait permettre d'expliquer l'étendue de ce trouble? Il est difficile de répondre à cette question puisqu'il n'y a pas encore consensus au niveau des différentes structures impliquées dans ce trouble. Par contre, il est possible d'affirmer qu'il existe un lien entre les dysfonctions cérébrales et le TOC. Cela s'explique par le fait que plus le cerveau dysfonctionne, plus on fait des TOC, et plus on fait des TOC, plus le cerveau dysfonctionne. Les zones particulièrement impliquées dans la boucle du TOC sont le cortex frontal et les ganglions de la base. D'abord, l'ensemble des aires corticales vont envoyer des projections vers les ganglions de la base qui vont à leur tour leur envoyer des informations. Une fois traitée au sein des ganglions de la base, l'information se dirige vers la voie de sortie qui est le thalamus, avant d'être envoyée vers le cortex. Ce système de boucle entre le cortex frontal et les ganglions de la base est particulièrement impliqué dans le TOC. Au niveau du cortex frontal, ce sont le cortex préfrontal orbital, le cortex préfrontal dorsolatéral et le cortex cingulaire antérieur qui jouent un rôle dans le mécanisme décisionnel associé au TOC. Premièrement, le cortex préfrontal orbital est lié au cortex temporal et à des parties du système limbique, un système impliqué dans les émotions. Ce cortex participe à la prise de décision en lien avec des conséquences émotionnelles et permet l'adaptation du comportement selon le contexte. Deuxièmement, le cortex préfrontal dorsolatéral reçoit des informations d'un grand nombre d'aires corticales qui sont impliquées dans des processus cognitifs et de raisonnement. Il joue un rôle important dans la mémoire et notamment dans le maintien et la manipulation des informations nécessaires à la réalisation d'une tâche ou d'une séquence d'actions en fonction des informations mémorisées. Troisièmement, le cortex cingulaire antérieur contribuerait à la réaction émotive des pensées obsédantes. Selon des chercheurs, cette région cérébrale nous informerait des erreurs que nous avons commises et nous pousserait à y remédier. Ces 3 zones cérébrales
serait dysfonctionnel dans des situations faisant appel à des capacités cognitives particulièrement touchées dans le TOC, comme la détection de l'erreur. Finalement, le noyau codé se retrouvant dans le striatum, qui lui fait partie des ganglions de la base, a notamment comme rôle de refouler les pensées indésirables et de former des habitudes. Par exemple, dans le cas du TOC, une hyperactivité des ganglions de la base dans une situation impliquant des comportements répétés associés aux habitudes excessives serait corrélée au besoin de réaliser une compulsion. Les causes exactes du trouble obsessionnel compulsif ne sont pas encore bien connues. Cependant, des hypothèses supposent que des facteurs héréditaires, neurobiologiques et infectieux en seraient la cause. D'abord, le facteur génétique a été beaucoup discuté par les psychiatres et un lien très clair a été établi entre la survenue d'un TOC au cours de l'enfance et l'existence de cette même pathologie chez les membres familiaux au premier degré. Le premier degré familial inclut les parents, les frères et les sœurs. L'hérédité est globalement estimée à environ 27%, ce qui démontre qu'un enfant a beaucoup de chances de souffrir de TOC lorsqu'un des membres de sa famille en est déjà atteint. Ensuite, des causes neurobiologiques seraient en lien avec le dysfonctionnement de certains neurotransmetteurs cérébraux et en particulier la sérotonine qui a un effet direct sur le contrôle des émotions. Les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine jouent un rôle mixte anti-obsessionnel et anti-impulsif, en plus de son effet antidépresseur. Lorsque l'inhibition ne se fait pas correctement, l'équilibre est déréglé, ce qui mène à l'obsession compulsive. Finalement, le facteur infectieux a récemment été découvert chez les enfants souffrant d'une angine à streptocoque qui ont développé des troubles psychiatriques. D'une banale infection, les enfants pourraient développer des anticorps antineuronaux et s'engageraient vers les voies d'un TOC. En effet, les réactions inflammatoires au sein des zones cérébrales atteintes amèneraient une rupture de l'équilibre psychologique accompagnée de divers symptômes neurologiques. Environ 10% des enfants ayant subi cette infection ont développé un TOC. Le TOC a plusieurs répercussions sur la capacité fonctionnelle de la personne, ce qui mène à de nombreux impacts sur son quotidien. Les effets de ce trouble varient selon l'intensité de la maladie, les traitements utilisés et le temps écoulé depuis le diagnostic. De plus, l'échelle de la maladie est représentée par une courbe sinusoïdale, c'est-à-dire qu'il y a des périodes très intenses où les pics sont plus élevés et des périodes plus calmes où les symptômes sont moins présents. Les TOC perturbent la gestion de la routine quotidienne en raison des nombreux rituels pathologiques. De plus, l'anxiété et la dépression sont des symptômes omniprésents dans ce trouble. Plus précisément, 80% des personnes vivant avec ce trouble en sont touchées. Les enfants avec un TOC ont souvent une faible estime d'eux-mêmes et des pertes de motivation quotidiennes, en plus de plusieurs problèmes de sommeil dus à des pensées envahissantes et des cauchemars récurrents, ce qui crée de la fatigue et du désespoir. La souffrance psychologique causée par ce trouble engendre un taux de suicide 10 fois plus élevé que dans la population normale. Bref, le TOC impacte la vie des personnes qui en souffrent dans toutes les sphères de leur vie. Heureusement, il existe des traitements et des thérapies pour améliorer la qualité de vie des personnes vivant avec un TOC. Par contre, environ un tiers seraient résistants face aux traitements habituels, autant pharmacologiques que psychothérapeutiques. Les traitements utilisés dépendent de l'intensité de la maladie. Chez les enfants ayant un TOC d'intensité faible à moyenne, le premier traitement suggéré est la thérapie, qui consiste à faire de l'exposition graduée avec prévention de la réponse. Le médecin demande à l'enfant de lui énoncer ses peurs et ses craintes et ensemble, ils travaillent afin de désamorcer les peurs de l'enfant et de transformer ses fausses croyances qu'il a pu développer. L'enfant doit compléter des exercices à propos de ses situations à la maison, ce qui nécessite une grande implication des parents. Si le traitement thérapeutique n'est pas assez efficace ou que la maladie est d'intensité sévère, le médecin pourrait prescrire de la médication. Cette médication est nécessaire pour réduire l'anxiété et permettre le commencement de la thérapie. Les plus communs sont les antidépresseurs qui inhibent la recapture de la sérotonine. La sérotonine a des rôles importants dans la régulation des comportements, des émotions et sur les pensées.
Avec ces inhibiteurs, le cerveau a une dose adéquate de cette molécule, ce qui aide à la diminution des symptômes prédominants du TOC. Le rôle d'une ergothérapeute qui travaille avec un enfant atteint de TOC serait d'évaluer les habiletés fonctionnelles de celui-ci. Elle l'observe dans ses milieux, soit à la maison et à l'école, et son évaluation permet de comprendre les composantes qui nuisent au fonctionnement et à l'intégration de l'enfant. L'ergothérapeute peut aider les parents à comprendre le diagnostic de leur enfant pour qu'ils puissent par la suite adapter son environnement, par exemple en lui créant des pictogrammes pour aider la routine du matin. À travers différents jeux développés par l'ergothérapeute, ils peuvent travailler en collaboration afin d'aider l'enfant à diminuer ses craintes et d'augmenter sa confiance en lui. Encore aujourd'hui, les causes exactes du TOC demeurent un mystère et laissent plusieurs questions sans réponse. Pourtant, les études portant sur le fonctionnement ou le dysfonctionnement cérébral permettent de progresser dans notre compréhension de cette maladie et dans la manière de la traiter.